Lors de l'arrivée de la Première ministre, évidemment, il y a eu une contestation de la part des oppositions au sein de l'Assemblée nationale, mais je tiens aussi à préciser que ça a un peu dégénéré en raison de l'absence du gouvernement à l'heure du début de la séance. Ils sont arrivés un peu en retard. Ils sont arrivés un peu en retard, un peu beaucoup, ce qui montre un peu tout le mépris du gouvernement pour la représentation nationale et pour les Français bien au-delà. Et d'ailleurs, ça s'est confirmé avec l'utilisation de ce 49.3 sur un texte aussi important pour le gouvernement que de bâillonner les Français et en tout cas leurs représentants à l'Assemblée. À l'annonce du 49.3, est-ce que vous avez vu aussi des signes de désaccord, de mécontentement dans les rangs des Républicains, d'Horizon et de la Renaissance? Oui, vous avez raison de poser cette question. En effet, je crois qu'il y a eu une dizaine à peu près d'élus de la majorité présidentielle qui se sont levés au moment de la déclaration d'Elisabeth Borne pour dire qu'elle activait le 49.3, et ce qui montre en réalité que la majorité n'en est pas une, et en tout cas sur ce texte, il n'y avait pas de majorité. Et c'était assez frappant de voir des élus de la majorité se lever pendant que leur première ministre parlait pour montrer leur contestation. Pour cette première partie, je suis d'accord avec vous, Madame Mauborgne. C'est vrai qu'on n'a pas pu débattre. On a été privé de notre droit de parlementaire et de législateur. La NUPES, par son obstruction, par son dépôt de 17 000 amendements, nous a empêchés de nous exprimer sur cette réforme des retraites et sur ce travail législatif. En effet, on n'avait pas déposé énormément d'amendements. 200 à peu près, c'est ça? Presque 300. Mais ce qui était suffisant... Presque autant que la majorité présidentielle. Parce que c'était suffisant pour pouvoir... Excusez-moi, mais en 15 jours de débat, ce qui est très peu, puisque le gouvernement, là aussi, a déclenché un énième article pour justement contenir la durée des débats, mais c'était suffisant pour parcourir l'ensemble des articles proposés par le gouvernement. Si tous les groupes parlementaires avaient fait comme nous, on aurait pu aller au bout de ce débat et donc aller au vote. En réalité, je vais être très honnête avec vous, on s'est exprimé sur cette réforme des retraites, sur ce qu'on nous a proposé. On a déposé des amendements. Il suffit de les regarder. Nos amendements sont publics. Alors, il est vrai que nos amendements, nos 300 amendements, sont noyés dans 17 000 amendements. Et puis, ils n'ont même pas pu tous être étudiés, vu que le vote s'est arrêté à l'article. Je devais moi aussi m'exprimer sur cette réforme des retraites. Je n'ai pas pu, puisque c'était sur l'article 7 qui prévoyait notamment le report de l'âge légal. Enfin, si vous voulez, la NUPES a réussi ce qu'elle voulait, c'est-à-dire qu'elle a empêché les parlementaires de faire leur travail. Donc, je ne crois pas qu'il doit y avoir un procès d'intention à l'égard des députés du Rassemblement national qui ont déposé des amendements, qui ont travaillé sur cette réforme, mais plutôt contre ceux qui ont empêché véritablement les parlementaires de faire leur travail. Et je crois, et j'ose le dire, que de la part de la NUPES, il y a eu une certaine forme d'anti-parlementarisme. Parce que le Parlement, c'est débattre et voter. Et quand on empêche le parlementaire de débattre et de voter, c'est une fronde contre l'Assemblée et nos institutions. Brian Lasson, vous qui incarnez le parti de l'ordre et de l'autorité, est-ce que vous dénoncez ce qui ressemble peut-être à une radicalisation du mouvement ? Mais complètement, ça n'a jamais été, en tout cas ma ligne personnelle et ma ligne politique, ça n'a jamais été celle du Rassemblement national. Je condamne toutes les agressions qui peuvent être faites à l'égard des élus, et pour une raison simple, et je préfère couper la tête du canard maintenant, c'est parce que nous avons été, nous, les premières victimes, il y a plusieurs années de ça, de cette violence politique à notre égard, où on menaçait nos militants, où on attaquait les candidats à l'époque du Front National. Il y a des mouvements d'extrême droite qui sont aussi assez spécialistes de la violence de rue. Mais ça tombe bien, je ne suis pas d'extrême droite. Donc ça me permet de le rappeler. Vous êtes bien à l'extrême droite de l'échiquier politique. Selon aujourd'hui des observateurs, mais je ne me considère pas comme quelqu'un d'extrême droite. La preuve, je ne suis pas un anti-parlementaire. Je condamne les actions de ceux qui veulent couper le courant dans les domiciles personnels ou les permanences de parlementaires. Enfin, je condamne fermement tous ces actes. Et parce que je crois profondément que le débat, il est où ? Il est sur vos plateaux de télé, il est aussi dans des réunions publiques, mais il est aussi et surtout à l'Assemblée nationale ou au Sénat. C'est ça la vie démocratique française. Mais je pense qu'il y a certains partis politiques, et je pense à la NUPES, qui ont des discours extrêmement violents à l'Assemblée nationale, qui appellent dans l'Assemblée nationale à la désobéissance civile. Enfin, pour moi, les mots ont un sens. Quand on est député et qu'on appelle à la désobéissance civile, on va jusqu'où ? On va jusqu'à attaquer les forces de l'ordre, on va jusqu'à attaquer les élus de la République. Enfin, tout ça est très dangereux. Et nous, en tout cas, on affirme notre position. On est le parti de l'ordre et on veut remettre un peu d'ordre dans ce pays. Écoutez, on parle aujourd'hui de chercher 8 milliards d'euros pour supporter les finances et notamment les retraites. Donc on va faire payer aux Français la facture. On va faire payer aux Français la note. Or, on voit bien qu'en matière d'immigration, mais la facture explose. La facture gonfle. Je disais là tout à l'heure, avant de venir sur votre plateau, une étude de la Fondation Politique, qui n'est pas du tout proche du Rassemblement national, mais qui expliquait un peu les chiffres de l'immigration. On est le pays de l'OCDE le plus généreux en matière d'immigration. Le plus généreux. Ça nous coûte 100 milliards d'euros par an.
l'ensemble des aides sociales, l'ensemble de ce que nous coûtent les migrants qui arrivent sur notre territoire. Et je crois qu'en étant député des Alpes-Maritimes, on a aussi ce travail de submersion migratoire qui arrive tous les jours, où l'État ne répond pas au courrier des parlementaires, où l'État ferme les yeux sur notamment l'explosion des MNA. Donc je crois bien que ce coût de l'immigration, il faut en parler. Les MNA, les mineurs non accompagnés. Exactement. Donc on dit aux Français, voilà, il manque 8 milliards pour les retraites. Et nous, on dit, il y a 100 milliards qu'on gaspille pour l'immigration illégale et pour l'immigration légale aussi, que les Français ne veulent plus. Ben, excusez-moi, mais c'est notre rôle de le rappeler. Et c'est notre rôle de proposer des sources d'économie au gouvernement. Vous voyez, on est dans la co-construction, on est constructif en la matière et on propose des sources d'économie au gouvernement. Sereine Mauborgne. Je vous invite à lire le document de la Fondation politique qui parle du coût de l'immigration. La balance est positive, monsieur. C'est faux, c'est faux. Et je vous invite à lire cette étude qui est très intéressante. C'est que l'immigration a un coût pour les finances publiques, elle a un coût pour les Français, et c'est pour ça que nous proposons de cesser cette immigration massive, et notamment pour aussi sauver les Alpes-Maritimes et nos finances.